Il existe une industrie de 100 milliards de dollars, fondée sur une hypothèse que vous ne devinerez jamais, et que je m'apprête à vous révéler. Chaque année, les Américains achètent plus de pommes de terre que n'importe quel autre légume au monde, 53 kilos par personne et par an. Et la grande majorité d'entre nous ne se demande jamais pourquoi nous en achetons alors qu'elles poussent d'elles-mêmes, qu'elles se multiplient sous terre sans grand soin, et qu'une famille de 4 personnes pourrait en cultiver suffisamment pour toute une saison, dans une structure plus petite qu'une table pliante. Il y a quelques années, je me trouvais dans un champ du comté de Holmes, dans l'Ohio, et j'ai vu un Amish renverser un cylindre métallique de la taille d'une poubelle. Ce qui s'est répandu sur le sol nu était extraordinaire. Des pommes de terre à tous les niveaux. Des pommes de terre sur une surface d'environ 0,4 mètres carrés. J'ai arrêté de compter à 50. Quand je lui ai demandé combien de temps il lui avait fallu au printemps pour installer ce cylindre, il a réfléchi un instant et a répondu une vingtaine de minutes. Et j'ai repensé à cette rangée de pommes de terre de 9 mètres que je bêchais chaque année en mai depuis 20 ans dans mon propre jardin, et j'ai ressenti une sorte de trahison. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'il savait, et que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris. Restez avec moi jusqu'au bout, car la version la plus simple de cette méthode ne nécessite ni fil de fer, ni construction, ni bêchage, et surtout, pas d'argent. De la paille à même le sol. Une fois que vous l'aurez vu, vous serez sincèrement agacé, puis que personne ne vous l'ait dit plus tôt. Permettez-moi d'abord de vous donner quelques précisions, car il ne s'agit pas simplement d'une histoire de jardinage. C'est l'histoire d'un système conçu pour vous maintenir dans la dépendance et d'une communauté qui s'en est discrètement affranchie il y a 3 siècles. La pomme de terre qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur a été délibérément traitée chimiquement pour empêcher toute germination. Après la mi-hiver, la quasi-totalité des pommes de terre vendues sur les marchés américains sont aspergées d'un composé appelé chloropropam, CIPC. Le CIPC est un herbicide. Initialement développé dans les années 1950 pour lutter contre les mauvaises herbes, il a ensuite été détourné de son usage premier par l'industrie du stockage de pommes de terre, afin d'empêcher leur germination durant les mois de stockage entre la récolte et leur mise en rayon. Ce produit agit en bloquant la division cellulaire dans la jeune pousse, selon le même mécanisme que celui utilisé sur les plantes qu'il est censé détruire. L'Union européenne a examiné les données de sécurité et constaté que les niveaux de résidus avaient, à certains moments, dépassé de 180% la limite d'apport journalier admissible. Elle l'a donc interdit en janvier 2020. Les États-Unis ne l'ont pas interdit. Cela reste une pratique courante dans le secteur. Et voici ce qui devrait vous faire réfléchir. Ce modèle économique notorious a jamais eu pour but de résoudre définitivement vos problèmes alimentaires. Il agit plutôt de les gérer suffisamment pour que vous reveniez au magasin la semaine suivante et en rachetiez. Un produit qui vous permettrait réellement de cultiver vos propres aliments indéfiniment serait une décision commerciale catastrophique. Depuis des décennies, la plupart d'entre nous sommes pris dans un cycle infernal. Acheter, cuisiner, racheter. Pendant ce temps, les Amish, impassibles dans leur jardin, observent la scène, perplexes, car ils ont déjà compris quelque chose que nous commençons à peine à saisir. On ne vainc pas le système en le combattant. On y parvient en devenant tellement autosuffisant que le système en devient superflu. C'est le cas dans le comté de Lancaster, dans le comté de Holmes et dans les communautés Amish du Midwest. Ils y arrivent sur une surface qui tiendrait dans la plupart des salons. Mais je dois d'abord vous raconter l'histoire qui m'a ouvert les yeux, car c'est le genre d'histoire qui change à jamais votre vision du jardinage. Il s'appelait Jacob, et je l'ai vu faire en 2 minutes quelque chose que j'ai mis 20 ans à désapprendre. Jacob est un vieux fermier amish du comté de Holmes, dans l'Ohio, et ses mains ont ce genre de mains qui semblent jardiner depuis toujours, car c'est le cas. Son voisin, un agriculteur conventionnel,
plante des pommes de terre de la même façon chaque printemps. De longues rangées, la terre butée 2 fois, comme son père et son grand-père avant lui. Fiable, traditionnel, tout à fait classique. Un après-midi de printemps, je me tenais près de la grange de Jacob, et je le regardais installer 2 cylindres de fil de fer à côté. Il agissait sans se presser. Il y a mis de la paille, ajouté du compost, enfoncé les pommes de terre de semences, arrosé, et c'était terminé. 20 minutes, peut-être moins pour les deux. À la récolte, cet automne-là, son voisin a arraché ses rangs de pommes de terre et en a récolté environ 18 kilos sur un rang de 9 mètres. Une belle récolte. Rien à redire. Jacob a renversé son premier cylindre et j'ai vu plus de 50 pommes de terre rouler sur le sol, formant un cercle à peine plus large que l'envergure de mes bras, sur une surface d'environ 0,4 mètres carrés. Et le deuxième cylindre fut encore plus productif que le premier. Même terre, même climat, même saison. 2 résultats complètement différents, fruits de 2 philosophies totalement différentes sur ce que devrait être un jardin. J'ai demandé ensuite à Jacob comment il avait appris cette méthode. Il a réfléchi un instant, comme le font souvent les hommes amish avant de parler, et a simplement répondu « Mon père me l'a montré ». Son grand-père le lui avait montré. Ils ont toujours fait comme ça. Et puis, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La plante sait ce qu'elle a à faire. Il suffit de lui laisser de la place. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis tenu devant ma tranchée de pommes de terre de 9 mètres de haut. J'ai alors compris, peut-être pour la première fois de ma vie de jardinier, que je m'étais donné beaucoup de mal pour un résultat bien moindre. Ce que Jacob savait, ce que son père savait, ce que son grand-père savait, et ce que la biologie végétale validée par des pairs a depuis confirmé tient à un seul fait concernant la croissance de la pomme de terre. Un fait si simple et si totalement absent de tous les sachets de plants de pommes de terre que j'avais achetés jusqu'alors que cela m'a véritablement mis en colère. Une pomme de terre n'est pas une racine. Je vous invite à y réfléchir un instant, car la plupart d'entre nous, moi y compris, avons longtemps considéré la pomme de terre comme un légume racine. Nous la plantons profondément, comme une carotte ou une betterave. Nous l'imaginons se former sous la graine, dans l'obscurité, hors de la terre. Or, ce n'est absolument pas ainsi que cela se passe. Une pomme de terre est l'extrémité renflée et gorgée d'amidon d'une tige souterraine appelée stolon. Les stolons se développent à partir de la base de la tige principale du plant de pomme de terre, horizontalement juste sous la surface. À leur extrémité, dans l'obscurité et un sol frais, ils se transforment en nouveaux tubercules, qui deviendront de nouvelles pommes de terre. Voici pourquoi ce simple fait change tout. Dans un jardin conventionnel, on plante son plant de pommes de terre et on régénère le sol 1 ou 2 fois. Cela donne à la plante quelques centimètres supplémentaires de tiges enterrées pour développer des stolons. Puis, vous vous arrêtez. Vous laissez la plante pousser à l'air libre et toute cette tige hors de la surface reste là, exposée à la lumière, sans rien produire. Vous laissez la majeure partie du potentiel de production nutritive de la plante complètement inexploitée. La méthode de culture en empilement change une chose. On continue d'enfouir la tige à mesure que la plante grandit. Chaque fois que les pousses atteignent 20 à 25 cm au-dessus du niveau du sol, on ajoute une nouvelle couche de substrat autour d'elle en recouvrant la majeure partie de la nouvelle tige et en ne laissant que les quelques centimètres supérieurs exposés. Cette tige enfouie perçoit l'obscurité, la pression et la fraîcheur. Et elle dit « Je suis sous terre maintenant ». Et elle émet de nouveaux stolons. Chaque stolon se développe, chaque extrémité gonfle. Une nouvelle rangée de pommes de terre se forme. Vous ne trompez pas la plante. Vous ne modifiez pas sa biologie. Vous recréez les conditions pour lesquelles la pomme de terre a évolué sur les pentes abruptes des Andes, où la terre s'accumulait naturellement contre la tige en croissance, assurant précisément ce type de couverture continue. Génération après génération,
pendant des milliers d'années, avant que nous ne la déplacions en terrain plat et ne commencions à la planter en rang bien ordonné. Les Amish n'ont pas découvert cela. Ils ne l'ont tout simplement jamais oublié. Plus de tiges enterrées signifie plus de stolons. Plus de stolons signifie plus de pommes de terre sur une même surface de 0,4 mètres carrés. Mais avant de vous lancer dans la construction, je dois vous parler de la raison la plus fréquente de l'échec de cette méthode. Et ce n'est ni une question de technique, ni de sol. Ce n'est pas un problème d'arrosage. 9 tours de pommes de terre sur 10, qui déçoivent leurs producteurs, ont été plantés avec la mauvaise variété. Et les entreprises semencières, qui profitent de la vente de semences certifiées de la variété de votre choix, n'ont guère intérêt à indiquer clairement cette information sur l'étiquette. Comme les tomates, les pommes de terre se déclinent en 2 types de croissance principaux. Les variétés à croissance déterminée produisent tous leurs tubercules en une seule couche, près de la base du plant. Elles développent leurs stolons une seule fois, poussent leurs pommes de terre à une profondeur fixe, et c'est tout. La hauteur du butage n'a plus d'importance par la suite. De même, le nombre de couches de paille et de compost ajoutées fidèlement semaine après semaine n'a plus d'incidence. Le patrimoine génétique de la plante est déterminé dès la germination. Elle ne produira qu'un seul lot de stoline. Butter une pomme de terre à croissance déterminée au-delà des besoins élémentaires revient à arroser une fleur artificielle. Cela ne produit aucun effet. Les variétés de pommes de terre les plus populaires, les plus connues et les plus vendues sont à croissance déterminée. La Yukon Gold et la Red Norland sont des variétés à croissance déterminée. La plupart des variétés fingerling sont à croissance déterminée. Ce sont d'excellentes pommes de terre de table. Elles ne sont pas adaptées à la culture en pyramide. Pour cette méthode, il vous faut des variétés indéterminées tardives. Ces plants sont génétiquement conçus pour produire continuellement de nouveaux stolons le long de leurs tiges enterrées au fil de la saison. Les variétés qui ont donné les meilleurs résultats et que j'ai vu régulièrement utilisées dans les jardins Amish sont la Russet Burbank, la Quebec, l'Elba et la German Butterball. Ces variétés mettent entre 100 et 135 jours à arriver à maturité. Elles nécessitent une saison complète. Mais en retour, cultivées dans une tour bien entretenue, elles vous offriront une récolte si abondante que vous vous surprendrez à faire des calculs à voix haute dans votre jardin. C'est une chose que je n'avais jamais faite auparavant, mais que j'ai refaite plusieurs fois depuis. Privilégier les plants de pommes de terre certifiés, plutôt que ceux du supermarché, qui ont subi des traitements chimiques pour empêcher la germination et qui peuvent être porteurs de maladies susceptibles de contaminer votre sol pendant des années. Choisissez des plants de fin de saison certifiés. Cette simple décision déterminera si votre tour vous apportera entre 25 et 35 kg de déception, ou seulement 5 kg, quoi que vous fassiez par ailleurs. Laissez-moi vous montrer comment la construire. Prenez un morceau de grillage soudé à mailles de 5,10 cm. Découpez-en un d'environ 3,80 mu de long et façonnez-le en un cylindre d'environ 1,20 de diamètre. Fixez les extrémités ensemble avec des attaches métalliques. Placez le pot dans un endroit ensoleillé, bénéficiant d'au moins 6 à 8 heures de soleil direct. Les pommes de terre ne pousseront pas à l'ombre. Tapissez l'intérieur du fond, environ 30 cm, de paille, en la pressant contre les parois grillagées pour former un nid. Cela empêchera le terreau de s'échapper. Tapissez le fond de la tour d'une couche de 15 cm d'un mélange à parts égales de compost mûr et de paille. Disposez 4 à 5 morceaux de pommes de terre semencières sur cette couche, les germes vers le haut et à intervalles réguliers. Ces morceaux doivent avoir la taille d'un œuf et comporter au moins 2 germes, coupés 2 à 3 jours auparavant, puis séchés et cicatrisés dans un endroit frais et ombragé. Cette étape d'imperméabilisation empêche la pourriture avant même que la plante ne prenne racine. Recouvrez les graines d'une couche supplémentaire de 10 à 15 cm de votre mélange de compost et de paille
puis arrosez abondamment jusqu'à ce que toute la colonne soit uniformément humide, sans être détrempée. Ceci constitue votre couche de départ. La tour mesure maintenant environ 30 cm de haut. En 1 à 2 semaines, selon la température du sol, vous verrez apparaître les premières pousses vertes. Et c'est là que tout change par rapport à vos méthodes de culture de pommes de terre habituelles. Il ne s'agit pas de s'arrêter. À chaque fois que les pousses atteignent 20 à 25 cm au-dessus du niveau du sol, ajoutez une nouvelle couche. Incorporez 10 à 15 cm de compost et de paille, en tassant bien autour des tiges et en ne laissant apparaître que 8 à 10 cm de feuillage au-dessus de la nouvelle surface. Vous enterrez ainsi la majeure partie des nouvelles pousses à chaque fois. Cela incite la plante à produire de nouveaux stolons le long de la tige nouvellement recouverte. Vous répéterez ce cycle 3 à 4 fois au cours de la saison en remplissant la tour de bas en haut. Chaque couche représente un niveau de production supplémentaire. Une fois terminée, la tour mesure environ 90 cm de haut et contient une colonne verticale de pommes de terre en développement, depuis le sol. Pour la plupart des jardiniers des zones 5 à 7, plantez 2 à 3 semaines après les dernières gelées, lorsque la température du sol atteint environ 7 degrés. Le premier butage s'effectue environ 3 semaines après la levée des pousses. Répétez l'opération toutes les 2 à 3 semaines, lorsque les tiges atteignent 20 à 25 cm. La période allant de la plantation au butage final dure environ 10 à 12 semaines au total. Voici ce qui cause l'effondrement de plus de tours que n'importe quelle erreur de construction. Un arrosage irrégulier. Un cylindre métallique rempli de paille et de compost est exposé à l'air ambiant. Il sèche de l'extérieur vers l'intérieur, beaucoup plus vite que dans la pleine terre où le sol environnant conserve l'humidité. La règle que j'applique est simple. Enfoncez votre doigt de 7,5 cm dans le substrat. Si la terre semble sèche à cette profondeur, arrosez abondamment jusqu'à ce que l'humidité remonte à la base de la tour. En pleine chaleur estivale, cela peut nécessiter un arrosage tous les 2 jours. Par temps frais ou pluvieux, 2 arrosages par semaine suffisent généralement. N'arrosez pas selon un programme que vous avez établi. Fiez-vous à la tour pour optimiser l'arrosage. Les pommes de terre qui alternent entre sécheresse et arrosage intensif produisent des tubercules difformes et noueux. La constance est essentielle. Une humidité régulière permet d'obtenir des pommes de terre saines et bien formées. J'en ai fait l'amère expérience lors de ma première saison de culture en tour. Je traitais la tour exactement comme mes plates-bandes en pleine terre, je vérifiais de temps en temps, et je me suis retrouvé avec une récolte catastrophique. Dès la floraison, arrêtez d'ajouter des couches. Ce signal indique que la tubérisation est bien avancée et que la plante doit désormais concentrer son énergie sur le gonflement des tubercules déjà formés, plutôt que sur la croissance de nouvelles tiges. De la floraison à la récolte, il faut généralement compter encore 4 à 6 semaines. Attendez que les tiges jaunissent et commencent à se dessécher naturellement. C'est durant ces dernières semaines que les tubercules atteignent leur poids final et que leur peau durcit pour le stockage. Ne précipitez rien. La patience est récompensée à la fin. Et nous voici arrivés au moment que j'attendais depuis le début de cette vidéo. Le jour de la récolte. On coupe les liens. On déroule le grillage. On recule. Toute la colonne de paille et de compost s'effondre au sol. Et tout ce qu'elle contenait tombe avec elle. Des pommes de terre à tous les niveaux. Des pommes de terre issues de chaque couche de tige enterrée que vous avez plantée au fil de la saison. Chaque tige qui a discrètement gonflé pendant que vous arrosiez, que vous attendiez et que vous vous demandiez si ça fonctionnait vraiment. J'ai fait ça pour la première fois avec ma petite fille, il y a quelques années. Elle a 7 ans. Elle a des opinions bien tranchées sur presque tout, et elle a regardé une quarantaine de pommes de terre roulées sur le sol depuis un seul cylindre. Il leva les yeux vers moi, l'air très sérieux, et me demanda « Grand-père, on est riche maintenant ?» Franchement, je ne savais pas quoi répondre.
Parce qu'à ce moment-là, oui, en quelque sorte, c'est ça, la récolte. C'est ce que le père de Jacob lui avait montré. C'est ça, le fruit de 300 ans de labeur amish, quand les fruits se concrétisent sous vos yeux. Vraiment. La première année, on peut espérer entre 18 et 27 kilos de récolte pour une tour de 0,37 litres par mi, avec la bonne variété, un arrosage régulier et un bon ensoleillement. Après 2 ou 3 saisons à perfectionner la méthode, ce chiffre grimpe jusqu'à 70 ou 80 livres. J'ai discuté avec des jardiniers amish qui ont obtenu des récoltes encore plus importantes les bonnes années. Mais je préfère que vous commenciez honnêtement et soyez surpris plutôt que d'espérer 100 livres et de regretter votre choix à 60 livres. Permettez-moi de vous citer les 4 problèmes les plus fréquents que j'observe dans la culture conventionnelle de la pomme de terre et que cette méthode résout directement. Car c'est en les reconnaissant dans son propre jardin que le changement commence réellement. Je ne porte aucun jugement, car j'ai moi-même pratiqué chacune de ces méthodes pendant bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Tout d'abord, consacrez une immense surface de jardin aux pommes de terre, plantées en longues rangées, et considérez le rendement comme normal. Une rangée de pommes de terre classique de 9 mètres peut produire entre 18 et 23 kilos lors d'une bonne année. C'est une surface considérable de jardin de premier choix pour un résultat modeste. La méthode de culture en hauteur permet d'obtenir un rendement égal, voire supérieur, sur 0,4 mètres. Le reste de cette rangée peut désormais être cultivé autrement. Les Amish n'ont pas développé les méthodes de culture verticale par ingéniosité, mais par nécessité. Et cette contrainte a engendré une solution tout simplement meilleure. Deuxièmement, la cicatrisation, 1 ou 2 fois, puis s'arrête. Chaque centimètre de tige laissé à découvert est une partie perdue, une pomme de terre qui n'a jamais poussé, un repas qui n'a jamais été préparé. La cicatrisation continue sur 3 ou 4 cycles est le cœur même de la méthode. Un seul butage, c'est du jardinage ordinaire. 4 butages, c'est un système potager performant. Troisièmement, semer n'importe quelle variété disponible à la jardinerie du coin sans vérifier si elle est à croissance déterminée ou indéterminée. C'est le désastre silencieux que la plupart des jardiniers ignorent, faute d'avertissement. On peut tout faire à la perfection et quand même récolter une belle tour de 90 cm de haut, synonyme de déception, si la plante à l'intérieur est génétiquement programmée pour ignorer tout ce que vous ferez après la première plantation, utilisez uniquement des variétés tardives. Lisez attentivement l'étiquette et, si elle ne mentionne rien, renseignez-vous ou trouvez un autre fournisseur. Quatrièmement, traitez la tour comme un sol en pleine terre pour l'arrosage. Le substrat à l'intérieur d'un cylindre métallique n'est pas entouré de terre pour absorber l'eau. Elle nécessite une gestion de l'humidité plus fréquente et plus attentive que toutes les plantes cultivées en pleine terre. C'est l'expression la plus simple de ce principe. Et c'est elle qui m'a révélé l'élégante simplicité de la biologie sous-jacente. Un jardinier amish du comté de Lancaster me l'a montré, et la première fois que je l'ai vu, j'ai eu du mal à croire que c'était la méthode complète. Il disposait 4 morceaux de pommes de terre de semences directement sur le sol, en un groupe lâche d'environ 60 cm de diamètre. Il les recouvrit d'une couche de paille de 20 cm d'épaisseur. C'était la préparation initiale. Pas de bêchage, pas de labour, pas de structure, rien du tout. Lorsque les pousses percèrent la paille et atteignirent 20 à 25 cm, il ajouta une autre couche épaisse de paille par-dessus, recouvrant la majeure partie de la végétation et ne laissant apparaître que quelques centimètres. Il répéta l'opération 3 fois au cours de la saison, formant un monticule de paille d'environ 65 cm de haut. La paille maintient les tubercules en développement dans l'obscurité complète. Elle retient l'humidité mieux qu'on ne le pense généralement et se décompose suffisamment lentement pour conserver sa structure pendant toute la saison de croissance. À la récolte,
Il sépara la paille à la main. Les pommes de terre étaient là, bien rangées en couches, propres et intactes. Pas besoin de creuser, pas besoin de tamiser une terre compactée. Juste des pommes de terre disposées en couches successives dans la paille, exactement là où le plan les avait placées. Sa récolte sur cette seule butte était d'environ 23 kilos. Un rendement substantiel pour un coût nul et un travail quasi nul. J'ai reproduit cette méthode dans mon propre jardin et l'ai comparée à celle de la tour grillagée durant la même saison. La tour produit effectivement plus que le monticule de paille, probablement parce que le compost apporte une meilleure nutrition tout au long du cycle de croissance, mais l'écart est moins important qu'on ne le pense, surtout si l'on ajoute une petite poignée d'engrais organiques équilibrés à chaque couche de paille au fur et à mesure de la construction. La méthode de culture sur paille est tellement accessible, tellement tolérante et tellement facile à mettre en œuvre pour un jardinier débutant, sans investissement ni travaux, que c'est par là que je conseille à tous les novices de commencer. Si vous avez un coin de terre, de la paille et des plants de pommes de terre de fin de saison certifiés, vous avez tout ce qu'il faut pour cultiver 25 kg de légumes cette saison, presque sans effort. Les Amish comprennent tout cela d'une manière qui se perd lorsque les articles de jardinage réduisent ces méthodes à une simple liste d'étapes à suivre. Ils ne cultivent pas les pommes de terre ainsi parce que quelqu'un leur a dit que c'était astucieux. Ils le font parce que c'est l'expression la plus authentique du fonctionnement réel d'un plant de pommes de terre. La pomme de terre a évolué dans les Andes, sur des pentes rocheuses escarpées où la terre s'accumulait naturellement contre la tige en croissance. Cette couverture continue n'est pas une invention humaine. C'était l'environnement pour lequel la pomme de terre était adaptée depuis des milliers d'années, avant que nous ne la cultivions dans des champs plats et ne commencions à la planter en rang rectiligne. Au cœur de la vie, Amish se trouve un mot, hauteur galassin. Sa traduction littérale en français est complexe, mais on pourrait le traduire par s'abandonner à l'ordre naturel, faire confiance au système, renoncer à la tentation de forcer les choses et se demander plutôt ce dont l'être vivant a réellement besoin pour accomplir sa fonction première. Jacob l'a dit clairement, debout près de sa grange. La plante sait ce qu'elle a à faire. Il suffit de lui laisser de la place. L'industrie des plants de pommes de terre repose sur le postulat que vous ne vous soucierez pas de savoir ce dont la plante a réellement besoin, que vous continuerez d'acheter des sacs au supermarché, que vous ne regarderez jamais un cylindre métallique et 4 plants de pommes de terre, et ne comprendrez jamais que, dès septembre, ce cylindre contient une réserve complète de l'un des aliments les plus importants au monde, cultivé sur 0,4 méta pour le prix d'un peu de paille et d'un minimum d'attention. Voici donc ce que je vous propose de faire avec ce que vous avez appris aujourd'hui. Procurez-vous des plants de pommes de terre certifiés d'une variété indéterminée tardive. Russet, Burbank, KBS, Elba, German Butterball. Construisez une tour en fil de fer ou disposez-les à même le sol sous de la paille. Lorsque les tiges se dessèchent, inclinez la tour, séparez la paille et observez ce que la plante a construit pendant que vous vaquiez à vos occupations. Votre première récolte sur 0,4 Melton devrait donner entre 25 et 25 Ilan. La deuxième année sera meilleure. Et voici ce que personne dans le secteur des semences commerciales ne veut que vous sachiez. Une fois que vous aurez récolté vos propres pommes de terre de cette manière et conservé les meilleurs tubercules pour les replanter au printemps suivant, vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter de plants. Vous vous affranchirez totalement du circuit de distribution. Vous perpétuez ainsi la tradition des familles Amish depuis les années 1720. Cultivez vos propres semences, améliorez votre production au fil des saisons et nourrir votre famille grâce à une terre qui ne vous a rien coûté d'autre que votre attention et votre temps. Jacob n'achète jamais de pommes de terre. Son père n'en a jamais acheté. Son grand-père non plus. Et, debout près de cette grange, à les regarder rouler sur le sol depuis un cylindre de la taille d'une poubelle, j'ai enfin compris pourquoi.
La plante sait ce qu'elle a à faire. Il suffit de lui laisser de la place. Si cela a changé votre façon d'envisager votre potager cette saison, laissez un commentaire et dites-moi quelle variété vous allez planter en premier. Je lis tous les commentaires. Si cela vous a passionné, abonnez-vous. Je prévois des analyses approfondies sur la façon dont les communautés traditionnelles du monde entier ont résolu des problèmes alimentaires que l'industrie continue de prétendre complexes, moyennant finance. Ce n'est que le début. À bientôt!